des trucs. Donc juste 30 secondes, hein, je me présente, Cyril Dorman, donc moi je suis de la Stop Proxys, donc c'est une société coopérative qui appartient à ses salariés. On est spécialisé dans le logiciel libre, on édite des solutions en libre, on a une solution propriétaire parce qu'on a transformé notre structure en scope, on a l'objectif de la transformer aussi en ligne. Il y a 2-3, on va dire, à mon avis, il y a 2-3 années pour y arriver. Donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on fait. Donc du coup, on a des développeurs, des administrateurs au sein de la structure, on a tout ça. Ce qui nous a amené, du coup, là, c'est pour ça la conférence, c'était Docker et les devs. Et parce qu'on peut tout faire, il faut tout faire. La question, et c'est pour ça, le juge, j'explique les règles. Et après, je reviens sur le thème. Le principe, c'est exprès, je vais expliquer ce qu'on a fait nous comme choix et comment on fonctionne par rapport à Docker et la vision qu'on a entre le développement, les administrateurs et Docker. Et en fait, le but, c'est ceux par rapport à ce que je dis qui sont plutôt d'accord, vous mettez de ce côté, et en fait, plus vous êtes moins, ou plus vous êtes d'accord, vous allez là, et plus vous êtes contre, plus vous allez là-bas. Et après, l'idée, c'est que moi, je vais poser ça, et après, qu'il y ait des gens qui soient plutôt de ce côté, qui argumentent pourquoi ils étaient d'accord. Et éventuellement, si vous trouvez que l'argument est valable, vous pouvez vous avancer et expliquer pourquoi vous êtes avancé, etc. Ce qui fait que ça fait un espèce de débat mouvant. Le but, c'est pas. D'abord, ça changera, on bougera un peu. Et le but, du coup, c'est pas vraiment une con, je triche, j'ai bien triché, je suis désolé. Mais le but, c'est aussi d'avoir un débat, parce que là, il y a des analytics, il y a des développeurs, etc. Et c'est pas inintéressant d'avoir une discussion comme ça, on va dire. Voilà, c'est plutôt de se mettre autour de table, mais ça oblige d'avoir une discussion en se déplaçant. Donc, ça oblige un peu à jouer le jeu. Ça oblige moi à être un peu exagéré dans ce que je vais dire au début, parce que ça permet d'être d'un côté ou de l'autre. Et le but, c'est d'avoir une discussion sur ça, si ça vaut. Est-ce que les règles sont claires? Donc, les gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, vous allez plutôt de ce côté. Ceux qui hésitent, vous avez le droit d'être là. Vous êtes d'accord? Non, et après, vous décalez comme ça. Et on est d'accord qu'à un moment, moi, je vais juste présenter les trucs, et après, il y en a un qui va commencer à argumenter pourquoi il est là, et on bouge un peu. Voilà. Et on fait ça une demi-heure. Comme ça, en plus, on a bougé pour ceux qui ont des risques de clic, ça leur fera du bien, et tout ça. Ça vous va? Très bien. Ok. Donc, la question, nous, pour faire simple, c'est que, de partir de l'histoire, c'est que du coup, nous, on utilise pas mal Docker ou des conteneurs, etc. Et globalement, il y a toujours du flicage chez nous, parce que quand les développeurs font des Docker, les initiés, ils hurlent à chaque fois, parce que globalement, ça marche, mais ça tombe on va dire, c'est pour nous, quand on est, regarde, je suis désolé, je suis mais du coup, on a l'impression que ça tombe en marche. Et en gros, la question, nous, pendant longtemps, on a eu des batailles en interne, parce que globalement, les analystes, c'est aux développeurs. Quand c'est du développement, ils se débrouillent et faire leur Docker. On a fini par arriver au bout d'un moment à dire, en fait, non, là, on arrête, vous ne touchez plus au Docker, on vous fournit les fichiers, on vous fournit les normes, après, vous bricolez autour, mais par contre, au moment de les passer en prod, on a des règles et vous les respectez. Parce qu'en gros, à chaque fois, ou pour des problèmes de sécurité, ou pour des problèmes de reproductibilité, c'est qu'on avait, ah, mais ça marche sur mon poste. Le problème, c'est que je ne vais pas déplacer ton poste en prod, c'est compliqué. Donc, du coup, on a vraiment fait le choix, parce que nous, on considère petit à petit que globalement, Docker, en gros, c'est comme installer un système d'exploitation. En tout cas, moi, je le vois comme ça, et que globalement, du coup, on s'est dit, en fait, c'est complètement idiot de dire aux développeurs d'installer un système d'exploitation, c'est pas leur métier. Donc du coup, nous on a décidé clairement, c'est les administrateurs qui mettent, quitte à qu'il y ait des échanges, il y avait des échanges avant sur tout ça, et après derrière qui les mettent en prod. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'était ça que je suis sûr, vous êtes tous d'accord, il y a pas de débat, mais en tout cas voilà. Donc voilà, moi je dis c'est globalement le Docker. En gros, tout ce qui est l'installation de Docker, etc., c'est plus de l'analytics, c'est que les développeurs sur ça, globalement, c'est pas un. C'est là-dessus, en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve sur GitHub avec énormément de trucs Docker qui ne sont pas très bien foutus. Ouais, il y a vraiment tout qui est d'accord. Non, mais vous, non, il n'y a pas d'accord. Parce que nous, il y a des gens pas d'accord chez nous. Je suis plus au milieu, je vais mettre là, comme ça je valide. Voilà, alors c'est qu'on va, vous allez voir être au milieu. Donc on va prendre les gens pas d'accord, comme vous êtes moins nombreux pour vous argumentiez. Moi je veux bien commencer. Alors vas-y, argumente. Je suis admin 6 et donc j'ai tendance à considérer que le logiciel, la partie dev, elle doit être comment dire ça sans choquer. Non mais tu peux choquer, c'est le principe, c'est pas grave. Non, mais pour moi, le logiciel il est fini quand, en tant qu'utilisateur, donc un admin c'est un utilisateur pour moi, il peut utiliser le logiciel, il est fourni et le truc il fonctionne. Après, il y a des aspects de mise en prod, d'accès ou de sécurité, mais pour moi, il ne faut pas juste qu'on me dise bah, je fais un manage.py sur un fichier, puis hop, ça marche. Donc il faut que
le container, il me faut un container disponible, que sur notre prod on utilise du Docker. Donc toi, tu es plutôt dans la logique complètement là-bas, considérer que les développeurs doivent tenir un Docker entièrement fonctionnel. Pas dans tous les cas, c'est pour ça que je me suis obligé. Ah, mais pas dans tous les cas, d'accord. Mais sur le principe, c'est aux développeurs de faire ça. Pour moi, en fait, c'est plutôt qu'il faut trancher. Et donc, pendant un moment, c'était l'IT qui s'occupait de faire les containers et il y avait des développeurs avec qui ça ne plaisait pas parce qu'ils voulaient faire comme ils avaient envie leur Dockerfile. Et donc, j'ai plutôt basculé dans vous voulez en faire, faites-le à fond. Et c'est pas mon problème. Je veux un container qui tourne, je démarre, on me dit les ports, et ça tourne. Et ça marche bien. Et ça marche bien. En tout cas, ça marche comme vous l'avez validé vous. Moi, fondamentalement, je suis plutôt au milieu. Alors, peut-être là, on va toucher. Parce que pour moi, les Docker devraient être faits par des gens, plutôt des binômes que des développeurs ou des administrateurs. Ça, c'est ma vision de base, parce que quand tu fais un Docker, il faut que tu prennes en compte des problématiques de déploiement, mais en même temps, il y a des logiques de construction des Docker qui sont plutôt des logiques de développement que les admins n'ont pas forcément. Là, je me suis mis là parce qu'en vrai, si ce n'est pas les développeurs qui font les conteneurs, les développeurs, ils sont sur leur poste de travail. Chez moi, ça marche. Et puis l'admin 6, ils se démerdent. Et du coup, c'est compliqué. Et si on interdisait aux développeurs de travailler sur leur poste de travail, ça n'arriverait pas. Ah, mais tu veux les faire travailler sur la prod. Mais ça ne marcherait pas. Mais c'est la même chose, du coup, ils sont en route sur les machines, les développeurs. Moi, je suis de l'opinion que tous les configs Docker devraient passer par l'ingénieur de sécurité. Donc, t'es là, t'es ici. Parce qu'il y a un troisième groupe, il y a des gens qui. Voilà, oui, mais je pense. Alors, vas-y, c'est très bien. Ah non, mais nous sommes ensemble. Et là, les gars, déjà, il y a Docker, c'est presque ma métier à part. Parce qu'il y a plein de choses. Mal configurer Docker. Je connais plein d'admins qui mal configurent Docker parce qu'ils pensent que c'est simple et c'est tout mal configuré. Donc, pas importe si c'est l'admin ou si c'est le dev, mais la personne qui a une idée comment bien configurer Docker. Donc, il faut quelqu'un qui sache bien faire du Docker. Il y a des DevOps qui sont, tu vois, entre les deux. Moi, alors, ça, puisqu'on y va, moi, je ne sais pas ce que c'est un DevOps. C'est ou un mec qui fait mal du code ou un mec qui fait mal du système. Voilà, moi, je définis dans un DevOps. Voilà, mais au moins, il faut donner un argument dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il y a aussi des DevOps quand on leur dit un problème IT, ils disent ah, mais moi, je suis plutôt dev, et quand ça prend une idée, ils disent ah ouais, mais en fait, je suis plutôt IT. Non, mais t'as raison, non, mais à la limite, c'est une discussion sur ça, parce que sur le fond, la question de Docker, c'est ça. La question, c'est est-ce que le DevOps peut savoir tout faire? Est-ce qu'on peut faire de la sécurité, du système et du développement? En gros, c'est ça. Ce qu'on peut considérer quand même, c'est qu'historiquement, Anote avait plutôt tendance à documenter ce qu'il sait pour faire quelque chose de standardisé pour reproductible. Ouais. Quand on parle de conteneurs de Dockerfile, c'est pas seulement le code de vos applis, c'est aussi les conteneurs Postgre et tous ceux dans lesquels les développeurs ne vont pas mettre les mains. Normalement, s'ils mettent les mains, des fois, c'est pas une bonne chose. Pareil. Et donc, anciennement, on sait la documentation. Donc, pour faire un Dockerfile, ce qui est demandé, c'est d'avoir cette manière de faire multistage comme ça, pour qu'à la fin, on parte sur cette base-là et que le résultat attendu soit ça. Et d'un autre côté, il y a l'aspect DevOps ou dev, hein, ça peut fonctionner aussi, qui est de dire, voilà, le côté documentation, maintenant, je fais de la CI avec. Et donc, je construis des trucs qui sont reproductibles, qui sont testés, qui ne sont pas déployés sur le poste, mais sur un environnement de dev, pré-prod, qu'on veut, qui peut être à peu près ce qu'on veut en termes de socle technique. C'est un gros PC, même si on veut. Hein. Ce n'est pas son PC à soi, sur lequel on travaille en route à l'arrache. C'est-à-dire que par défaut, on fait du rootless. Il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires. Avoir un utilisateur non root dans les choses. Quand on ne fait pas l'OpenShift, ça, on n'en a pas toujours conscience. Voilà, ce genre de choses. Ça fait bouger personne. Très ok. Vas-y. Il y a tout le monde qui arrive vers le milieu. Tu reviens mieux. Vas-y, tu vas-y. Ah, je sais pas qui. Moi, je deviens
donner un petit avis. Alors, je suis déçu parce que je me suis fait spoiler mon idée, mais ce que j'avais envie de dire. C'est de convaincre, il faut taper sur la Quand on est une petite équipe, qu'on se revoit, comme je suis pour 6, on peut peut-être définir de travailler ensemble, et notamment de la même manière qu'on fait des revues de code à 2 développeurs, et ben on pourrait faire des revues de Dockerfile à un développeur, avec chacun ses compétences, et en plus la compétence propre à Docker qui a été évoquée. Mais il faut qu'il y ait au moins une personne des deux qui l'ait, c'est mieux que ce soit les deux. Je pense que si on est deux à utiliser un outil, il faut qu'on le connaisse. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que développeur, si j'ai des choses à apporter à l'équipe d'Ops, et en tant qu'Ops, inversement, des choses qui vont apporter. Ouais, je vais donner un exemple, c'est que voilà, moi, en tant que développeur, j'ai défoncé le schéma de la base de données, et j'ai 50 migrations à passer, ça va prendre des heures, peut-être qu'ils soient au courant pour la prochaine mise en prod. Voilà, et puis c'est content de le savoir. J'ai dit ça parce que tu n'es pas développeur, parce que j'ai jamais entendu un développeur se poser ces questions. En général, il est chez lui quand c'est parlé. Oui, c'est une vendredi à 16h. Et du coup, tu as un autre argument, C'était plus beaucoup de choses que je me répète, mais pour moi, c'est pas le boulot d'un dev ou d'un ami, tout ça, c'est le boulot de quelqu'un qui sait faire des Docker. Parce que du bricolage, tu sois dev, ami ou floriste, je sais pas quoi, si tu as pas du bricolage, du coup, ça va forcément être mauvais. Ensuite, le deuxième argument, c'est parce qu'il est dit, c'est un travail à faire main à main dans une équipe qui maîtrise tous les, qui connaît vraiment tous les aspects. Le dev, il sait comment le produit marche, c'est vrai, c'est gentil. L'admin, il sait comment toi tu produit, pour la c'est pas gentil. Et on sait que les gens savent pas vraiment. c'est faire du Docker, c'est faire du Docker, et éventuellement la personne qui c'est capable de faire des audits de sécurité sur et le produit et l'exploitation du container. C'est tout un écosystème de travailler ensemble pour avoir un peu de faire avec des gens qui connaissent. Juste dire que c'est la faute de l'historique. Et du coup, à la fin, on met les tickets sur le bord des apps ou des devs pour mettre à jour les images. Je sais pas, je suis pas obligé de problème. Mais c'est une bonne question. Non, mais ça, c'est ça, oui, c'est une bonne question. La question, c'est qui gère après les mises à jour de tous les sites. C'est presque, on pourrait presque faire un guide blame sur le Dockerfile et dire bah, ça c'est quoi, ça c'est moi, mais c'est. Enfin, je veux dire, le from tout en haut, ça va plutôt être l'autre qui va vouloir faire le suivi, parce que c'est lui qui connaît les étoiles entre une image de base en gros, Debian 10, 11, 12. Et par contre, en tant que dev, moi je fais du Django, voilà, mais je vais savoir de quelle ligne j'ai besoin pour que mon appli elle marche. Donc il faut vraiment qu'il y ait la double casquette, sinon si on met tous les sujets sur un des deux équipes. En gros, quand je dis ça, moi je dis ça, c'est parce que Docker, ce qui a changé, c'est qu'avant c'était déjà le cas, c'est vraiment quand il y a un administrateur qui installe les systèmes, c'est ce que tu disais, c'est que globalement, quand on installe un système, de toute façon, il faut se parler. C'est là-dedans, on parle du principe que de toute façon, les équipes se parlent et s'organisent. La question, pour moi, ce qui a changé à un moment de Docker, ça a été la question, en tout cas chez nous, ça a été de dire qui gère ce truc-là. Parce qu'il y a une partie des gens où c'est du système de fichiers, du coup, c'est développeur. Tu crées un Dockerfile, donc c'est du code. Et en fait, c'est ça qui a changé par rapport à avant, où on va dire, on est d'accord, hein, je veux dire, il peut y avoir des mecs, il y a des développeurs qui savent mieux faire des Docker que d'autres. Ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui développaient très bien sur ces trucs-là par rapport à la sécurité, par rapport à des logiques où on va dire qu'ils ne sont pas au départ des logiques de développement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas capables d'avoir les deux, je te prends une moyenne. On avait quand même chez les adventistes une logique de maintenir, de mettre à jour qui était plus ancrée, par exemple, tout ce que tu expliquais tout à l'heure qu'il fallait faire. Je trouve que, en tout cas, chez nous, les adventistes avaient de façon beaucoup plus ancrée la sécurité, le fait de dire on veut ralentir, mais clarifier parce qu'il y a des failles de sécurité, quelque chose, c'était plus inné, on va dire, vers ces personnes, de par leur métier, en fait, c'était une forme d'habitude. Alors, chez les développeurs, il y a le principe de dire on va racheter par la fonctionnalité. Je fais la caricature. Mais il y avait un peu de ça, et ce qui fait qu'en termes de sécurité, on n'arrivait pas à chaque fois qu'ils faisaient des développements
il faisait plein de trucs, et après le Docker, il était rempli de plein de choses, et il fallait les nettoyer. Parce qu'en fait, il rajoutait une librairie, il oubliait d'enlever, parce qu'en fait, on avait plus besoin la semaine d'après pour le développement. Et le fait que ça soit des administratifs, en fait, la réalité, c'est qu'on revenait comme avant, où en fait, une librairie, on l'a documenté, on l'a demandé à l'administratif, qui gérait le Dockerfile, parce que c'était lui qui faisait le système. Et en fait, voilà pourquoi on fait ça. Voilà. Et donc, en fait, avec une sorte de. Enfin, c'est une petite équipe pour ça, ou alors c'est une grosse équipe, il y a un contrat de service, c'est En fait, moi, je ne sais pas se parler. Ce que je dis, c'est juste que globalement, la maintenance de tous ces trucs-là, en fait, ça reste, pour moi, ça reste énormément du système. Et que du coup, ça veut pas dire, c'est juste que quand tu les laisses de l'autre côté, on les a vus, on les laisse vivre, et à la fin, je te dis, on avait typiquement des librairies, des trucs qui s'ajoutaient à la suite. Ouais, mais je vais aller là-bas, c'est tout à l'heure. Oui, mais il faut bien faire la différence. De la culture d'entreprise. Parce qu'il y a les entreprises dans lesquelles les gens qui font du développement ajoutent trois fonctionnalités et s'occupent de rien de tout l'autre. Et parce qu'il y a une équipe de tests qui s'occupe que ça soit testé derrière, et ça passe encore au panier numéro 1. Et il y a les équipes, les sociétés dans lesquelles c'est les devs qui vont s'assurer qu'il y a des tests, que les tests passent, sur 2 ou 3 distros différents. Donc là, il faut déjà la gestion des dépendances qui tient à l'autre. Et dans certaines boîtes, non. Et c'est indépendant de questions de Docker, à mon avis. Il y a aussi un aspect, alors j'ai l'impression historiquement, l'invention du DevOps, c'est parce que c'est peut-être un peu les frères et les sœurs Zélie pendant des années. Il y avait les autres qui disaient, nous on fait du legacy, le truc il marche. On ne le recoule pas pendant 5 ans, parce que de toute façon il fonctionne. Et Inch'Allah, ça doit redémarrer. Et de l'autre côté, il y avait des devs qui disaient, bah, moi j'ai besoin d'un environnement pour pouvoir faire mon boulot. Ils faisaient une demande, il leur fallait à peu près 15 jours pour être livré. Le fait de travailler sur du Docker, bah, on lance, ça marche, on lance. Et il y a peut-être aussi cet aspect historique qui fait que, à vouloir rapprocher les gens et dire on est tous brothers and sisters, on fait tous tout, au final on fait tous rien. On n'a plus de champ de responsabilité bien défini. Je voulais ajouter qu'on a le problème en fait avec les élèves conformes au DPS. On a les SISR, son réseau, puis les STAM. Et en fait, dès qu'ils ont leur semestre, ils sont plus en commun, dès qu'ils se séparent, il y a vraiment une séparation psychologique de dire bah, moi je suis du réseau et je comprends même pas le code. Et vraiment, hein, il y a une espèce de refus du code. Mais vice versa, les élèves de SLAM, moi je sais pas, les fonds réseau, je n'ai pas compris. Et je pense que peut-être que le premier problème qu'on a déjà, et nous on le voit parce qu'on est en formation, on essaie vraiment de les faire revenir comme ça, c'est que les aspects sécurité, en fait, surtout l'aspect security by design, bah, implique qu'une infrastructure, il va connaître ce dont a besoin un codeur, et notamment les risques qu'il prend avec la base, et que si elle est trop vieille, bah, il va y avoir des injections, il y a tel truc, et que donc il faut que le logiciel qui tourne dessus, bah, il soit mis à jour régulièrement, parce qu'il peut lui-même avoir des failles. Je pense notamment à tout ce qui est écosystème en NPM JavaScript, hein, on ne va pas, c'est tous les jours pour passer dessus. Et de l'autre côté, bah, les devs, eux, je pense qu'ils comprennent aussi que pour sécuriser correctement leur infrastructure, ils ont besoin des gens qui connaissent bien cet aspect-là et qui puissent leur dire non, ça, si on fait ça, on va ouvrir au public, par exemple, on peut pas mettre n'importe 3306, MySQL directement, sinon 10 minutes après, la base est morte. Et je pense qu'en fait, ils voulaient le faire chez nous pour payer pour alimenter le restaurant. La carte de restaurant pour les pays. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant de mettre les API là. Ça permet déjà de mettre un tampon. Les API restaurants, c'est ça? Ouais, les API restaurants. Mais je pense qu'en fait, la sensation, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui, moi, dans le métier, je le fais depuis 2015, ça revient tout le temps ce problème-là. C'est-à-dire que l'interconnexion entre les devs et les réseaux, les 6, c'est compliqué. Je suis d'accord, c'est pas nouveau, parce qu'il a des vrais. Vieux aussi. C'est pas nouveau de dire il y a ça, mais en fait, la question, c'est qu'il y a eu un moment où, en tout cas, sur la partie conteneur, c'est là où on a retrouvé, parce qu'en gros, effectivement, il y a des gens qui ont essayé de se la préparer d'un côté ou de l'autre, sans avoir à réfléchir. Et je dis ça, moi, j'ai vu chez nous, par les administratifs, eux, leur truc, c'était de dire super, les développeurs
poussent à l'extrême, hein, qui nous emmerdent à vouloir des trucs en plus, après ils ont Docker, ils évoluent. Ça, ils nous emmerdent plus. Sauf qu'après, ils se sont retrouvés. Non, mais je fais de la caricature extrême. Et la réalité, c'est qu'ils se sont retrouvés à repayer ça, parce qu'en fait, ils faisaient des choses. Et en fait, après, quand ça arrive, ils comprenaient les deux fois. Moi, je le déploie, ça marche pas, c'est pas comme ça. Et du coup, ils se sont retrouvés à nettoyer. Donc après, on a trouvé un équilibre. Mais effectivement, c'est une partie de ces mondes-là où je t'explique, c'est que c'est quand même, on va dire, des choses où il y a un jeu. Et disons, il y a une culture qui fait que les gens ne se parlent pas. Mais il y a aussi, je pense, des métiers qui sont différents quand même aussi, qui fait que... Et en fait, de travailler dans des boîtes, je pense qu'il y a plusieurs boîtes qui a les deux, c'est plutôt une bonne chose, ça oblige tout le monde à calmer, on va dire, sa vision dans des grosses boîtes. Quand vous avez vu, des fois, la NICI, il est au fond, pour le c'est possible, non, c'est le problème de sécurité. Tous vu comme ça. C'est pas un jeu très cool. Il faut arriver à trouver un équilibre entre le mec qui ouvre le port et l'autre qui dit moi je vois rien parce que pour problème de sécurité on peut rien faire. Et moi je dis voilà, Docker c'était un peu une zone de frottement chez nous parce que il y a eu un moment la question de voilà, enfin DevOps parce que c'est ça, c'est la question, c'est qui le fait et qui à un moment valide quand il y a un désaccord. Tout le monde est d'accord, ça marche. Quand il y a un désaccord sur la sécurité, c'est qui dit qu'est-ce qu'on fait. Pour moi le sujet est plus vaste que Docker parce que on a parlé de migration avant. Moi, je fais partie des gens qui ont fait ce truc. Moi, j'ai été côté développement et on a mis en place des mécanismes de migration. Comme ça, c'est moins contraignant de faire des mises à jour de données. C'est plus fiable pour les ops parce qu'on fournit des scripts et puis ils n'ont pas besoin de copier-coller de requêtes aspirées à la main et puis d'avoir la main qui tremble quand il faut connecter la transaction. Et puis, du coup, en fait, on a fait une petite migration. Je suppose une longueur de champ des nains, sauf que c'était sur une page où il y avait de millions de. Et en fait, nous on était super confiants, les NICI étaient super confiants parce qu'on lui montrait, il n'y avait pas grand-chose. Et puis en fait, au bout d'une demi-journée, la porte pour bloquer une transaction, parce qu'en plus on avait fait ça dans une transaction, comme ça, c'est sûr. Donc, en plus, la base de données a calculé toutes les étapes pour être sûr de pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Et en fait, pour le coup, je ne sais pas qui doit porter la responsabilité quand tu as des équipes de développement et des équipes d'exploit. Sur ce genre de truc, je serais incapable de dire qui doit porter la responsabilité de ce truc, parce que c'est les développeurs qui le font, mais c'est les exploits qui veulent le mettre en place. C'est pour simplifier à la base l'exploit, mais si on met la responsabilité dans l'exploit, comme c'est les tâches de développement, en fait, c'est en implémentation, ils n'ont pas envie de gérer une responsabilité sur ce que c'est eux qui ont la maîtrise, l'expertise. Et du coup, on met tout mieux pour ça. C'est le système de pré-prod. Voilà, c'est ça. Nous, moi, c'est la réponse, c'est ça, parce qu'on a déjà eu le problème, c'est de la CI, en fait, c'est qu'à un moment, on s'est dit, il fallait qu'on ait une table monstrueuse, on fait ça. L'option, c'était une grosse base anonymisée. Et puis, on en est arrivé là en disant, au moins. Comment ça, après, t'as toujours des figures que t'as pas en fait. T'améliores. Effectivement, en fait, ce truc-là, tu fais une fois dans ta vie. En fait, la vraie réponse, je pense que ça ne fait pas beaucoup, mais c'est très bien. Ça va les deux bouts. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est comment on arrive à discuter ensemble et regarder des deux côtés, comment chacun est compétent. Mais sur ça, typiquement, nous, on a eu ce problème-là avec quelqu'un qui nous avait fait une boucle forte sur des millions, qui refaisait une boucle forte sur des millions, une boucle forte comme ça. Sauf qu'il fallait tester sur nous, chez lui, ça passait. On a un gars qui fait de la relecture de code. Sur ce coup-là, il a raté, ça arrive. Maintenant, voilà, de toute façon, quand on arrive à ça, c'est des séries de conneries qui s'enchaînent. Il y a tout le monde qui est. Et quand il est passé, d'un coup, même truc, c'est nécessité sans fin. Et en gros, tout ce qu'on s'est dit, c'est ça. Il y a un moment, avant de passer en prod, il y a un truc où il y a une grosse base anonymisée, on balance ça et on regarde si ça vient. C'est pas évident parce qu'en fait, ça ne résout pas tout. Ce qui n'est pas simple, c'est que d'un côté, les développeurs ont une pression énorme parce qu'ils doivent publier souvent. Et du côté des ops, il faut tout faire pour pas que ça tombe. Ouais, c'est deux choses complètement différentes. Donc il y a un bac à sable à trouver entre les deux, où on a un truc qui tourne de façon récurrente, on teste des trucs, on fait la lecture de code, et à un moment donné, on dit on fixe la release, c'est celle-ci qui passe en prod. On blinde tout, on passe ces trucs aux camarades, et pas en quête loin. Sans doute aussi, les logiciels, nous on avait une base, un logiciel qui fonctionnait, la base de données qui était une fibre opéraire entre Fontaine et
des tonnes, des millions, des milliers et des millions de requêtes qui étaient faites sans arrêt. Et donc, derrière, même moi, je dirais, il faudrait peut-être pousser à ce que, justement, au contraire, on se mette dans des extrêmes pour voir vraiment les problématiques qu'on peut avoir en intermission. Je sais pas, il y a un truc sur la CIA, je crois. Ça va parler, mais globalement. Et après, il y a un autre truc, du coup, c'est plus partage d'expérience. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant du support client. Donc, j'avais des grands R&D qui faisaient des trucs là-bas. Et puis, ça ne marchait pas des fois. Moi, j'étais là juste pour encaisser les tartes des clients. Puis après, je suis passé côté R&D. En fait, le fait d'avoir cette expérience en support, j'ai une vision complètement différente du développement que les gens qui n'ont pas fait de support. Et quand on fait du développement ou des ops, je pense qu'il y a une expérience à avoir de mettre des développeurs sur des tâches de mise en prod avec la pression, les process, etc. en prod. Parce que quand tu fais des R&D, en fait, tu fais un rollback et puis c'est pas grave. Hein. Si tu finis de 1, tu finis de 1. Quand tu fais de la prod, c'est pas tout à fait comme ça qui se passe. Et inversement. C'est juste les clients qui appellent, espèrent ne pas être à côté du téléphone. Ah, ça sonne non, mais vas-y. Et inversement, les ops qui ont un système à maintenir en condition opérationnelle, c'est pas eux qui encaissent le truc. En fait, il faudrait toujours des nouveaux trucs et que ça prenne un peu de temps à développer, que ce soit toujours plus fiable. Et que du coup, effectivement, les développeurs ils sont dans un contexte calme, mais avec des enjeux qui sont pas forcément tangibles. La prod, si elle tombe, tout le monde comprend que ça pose problème. En dev, si tu n'arrives pas à produire assez vite, c'est pas forcément tangible. Et quand tu fais de la prod, tu te rends pas compte en fait, que quand est-ce que tu vas faire une mise à jour de défense, quel est le coût de faire du refactoring, le coût ou le coût de ne pas le faire, la capacité d'évolution, le test, etc. Et du coup, je pense qu'il y a des expériences croisées à faire après, avec forcément que les gens aient un minimum de culture de métier pour pouvoir participer, mais ça fait partie des trucs moi, qui me paraissent importants, comme d'aller raquer des serveurs. Je ne sais pas qui ici a déjà allé raquer des machines. En fait, c'est bien de voir que derrière, il y a du matériel. En fait, c'est pas juste on clique sur les interfaces et des fois, il y a des VM qui déboulent. Parce que derrière, en fait, il y a des vrais disques durs, il y a des vrais réseaux, il y a des vrais enjeux de débit, etc. Que tu matérialises quand tu vois les choses et que c'est difficile de matérialiser voilà. Ça peut penser moi, même dans les autres, que puisqu'on est juste parfait. Moi, j'ai eu la question, moi j'avais ça aussi, les développeurs qu'on avait gérés, ils avaient fait des boucles à cause des ORM. Il est parti, mais les ORM c'est sympa. Mais je rappellerai, tu sais, les ORM, ça fait plus personne fait de SQL, le fait que ça fait des milliards de requêtes derrière et que globalement ils appellent une page. Et moi, une fois, ils ont cherché une journée, parce que je bossais à côté, je courais, j'avais d'autres mères, et je les voyais, ils cherchaient pendant une journée à sa RAM, et ils ont une histoire, donc je pense qu'il faut racheter de la mémoire dans les serveurs de prod parce qu'ils rament. Quand même. Donc, juste, il se trouve que le soir, c'est souvent, j'étais sur du coup, le soir, je lance mon truc, je me mets en élève, et je vois, ça passe milliards et des milliards de la même requête, dont un changement. Un petit bout de. Il changeait juste la ligne à la fin. Ils adaptaient de tout à un coup, ça passait en une fois. Mais sauf que là, il y a des milliards et des milliards. Et eux, leur truc, on va racheter de la RAM, on va acheter du fisc, on change des. Et en fait, ils l'ont corrigé pas longtemps de l'autre côté, mais c'était la logique. Ils ont dit, ouais, mais c'est en cash. Parce que c'est le RAM, on cache tout, sauf que même si c'est en cash, quand on fait des milliards, même en cash, ça fait des milliards de secondes. Non, il ne faut pas que tu rachètes de RAM, tu rachètes des dettes. Non, mais les choses, c'est ce que l'on dit les administratifs. Le problème, c'est que je te dis, en plus, c'est pas nécessairement des mauvais, c'est juste la culture de tout cacher. Non, mais voilà, mais la culture de tout cacher d'ORM, que des fois, ça cache ces choses-là et les gens l'oublient. Et moi, j'ai commencé en développement et en effet, moi, j'avais une requête que j'avais fait qui prenait énormément de temps, et juste en la restructurant, et ça s'est fait instantanément. Donc, en effet, le fait d'utiliser des ORM aussi, il y a plus cette notion d'optimisation, de structure, vraiment de structure de requête. Quand même, le framework, c'est le piège, mais on peut voir les temps de requête. Enfin,
comme tu disais, en développement des bugs. Les serveurs sont tellement puissants. Ah oui, c'est vrai. Les machines, Oui, c'est ce que je disais, c'est que nous, on s'est retrouvés avec juste une latence supplémentaire entre le serveur et la base de données. Alors que l'éditeur disait, mais nous, on met tout sur un seul serveur, ça va très bien. Ouais, parce qu'en fait, ils disaient tellement de requêtes, machin, en effet, ça reste en cache, par exemple, en local. Et le fait de juste faire ça, avec un petit peu de latence supplémentaire, ça c'est cool. Et ça, on s'en rend compte, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte, parce que les machines, elles sont tellement puissantes, et même travailler en local, c'est ce que je disais, c'est tout en même temps, c'est le même disque, c'est le même. Et nous, on a le même problème, c'est qu'on a été obligé de réduire la machine des développeurs, parce qu'en fait, en prod, comme on est sur des plateformes de disponibilité où ils sont tous en SQL, etc., quand nous, on a 100 clients qui appellent 12 bases en même temps sur un gros MariaDB, on peut faire tout ce qu'on veut, alors qu'eux, ils sont tous seuls sur leur truc en un disque SSD, machin, et puis oh, ça marche. Ouais, et donc on est à dire, les gars, on achète des 12 clients, mais globalement, mais des machines, globalement, et la pré-prod qu'on a, on a essayé de même, je veux dire, on a réduit pour les pas vite. Parce qu'au moins, non mais. Au moins, comme ça, on n'a pas de surprise de l'autre côté. Je vais donner un autre truc. Ouais, tu peux. Je vais donner une expérience de cœur. Je vais donner une expérience de cœur personnelle. Ouais. Et moi, je me suis amusé à faire je pense que je propose, c'est que tu racontes ton ton expérience et après on passe à la consultance. Ouais. De là, c'est pas une compte. Chez moi, j'ai acheté un gros PC, puis j'ai installé un Docker. Et en fait, tous les accès, juste pour faire du DNS, une chose très simple, et j'avais mis une partie qui était sur Docker. Et en fait, tous les accès étaient lents. J'ai enlevé la partie de Docker, j'ai mis directement sur le micro PC, j'ai pris l'enregistrement de son partie. Qui avait fait le Docker? Trafic. Il y avait, enfin, c'est logique, mais le fait d'avoir derrière tout un tas de systèmes qui tournent, etc., sur des micro-PC, ça devient. Ouais, mais ce qui montre bien qu'à une plus haute échelle, on ne se rend pas compte de tout ce que ça apporte comme lenteur derrière, de rajouter des couches, et en termes d'écologie, c'est plus d'énergie. Ok, merci. Alors, ça n'a pas bien marché, mais au moins, merci de l'échange.